Est-ce que l'un d'entre vous peut faire un clac, s'il vous plaît? Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé dans le cadre d'un partenariat avec la stratégie régionale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Webinaire aujourd'hui dédié aux lieux de vie et d'accueil, et je remercie très chaleureusement Hakim, Claude et Yves d'avoir organisé ce webinaire. Je vais les laisser se présenter, on fera des tours de table au fur et à mesure. Ce sera un webinaire en plusieurs temps, toute une série de questions qui vont être abordées et qui engagent pour nous, pour le groupe qui a préparé le webinaire, mais aussi pour un travail avec les étudiants et le master, un travail au long cours, je l'espère, sur cette problématique des lieux de vie et d'accueil, qui, on va le voir aujourd'hui dans un premier webinaire, puisqu'un second sera organisé par la suite, mais on en parlera en fait pendant le webinaire lui-même, puisqu'on verra les différentes questions qui sont soulevées autour des lieux de vie et d'accueil. Mais c'est un travail qui nous permet de réfléchir à la fois aux politiques publiques, aux transformations de ces politiques publiques, au blocage institutionnel qu'un ensemble de transformations peuvent amener, et derrière les pratiques professionnelles des travailleurs et travailleuses sociaux qui sont engagés au quotidien auprès de publics dont les problématiques évoluent elles aussi dans le temps, sans que nécessairement les cadres réglementaires et juridiques s'adaptent au même rythme, voire même aillent à contre-courant des problématiques et des besoins des publics concernés. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de venir et je vous laisse immédiatement la parole. Oui, donc comment ça marche? Tu n'as pas besoin d'appuyer, le son ne passe pas, c'est juste pour moi. Bon, d'abord, Claude Sigala, donc je vous remercie vraiment de nous accueillir dans votre université et de tenter de comprendre notre tentative alternative et surtout de pouvoir travailler ensemble. Je vais essayer de vous dire pourquoi et comment j'ai créé un lieu de vie, le choral, en insistant d'abord sur le fait, comme l'a écrit Fernand Deligny, comme me l'a écrit d'ailleurs Fernand Deligny, que chaque lieu de vie est une œuvre d'art. Donc, qu'il est unique comme chacun d'entre nous. Et en même temps, on sait qu'on est universel. Bon, de 66 à 69, j'ai suivi une formation d'éducateur spécialisé à l'IRTS de Toulouse et j'ai eu la chance d'avoir comme professeur principal François Tosquelles. Important parce que c'est lui, dans les années suivantes, qui va me mettre en relation avec Deligny, Roger Gentis, Félix Guattari, Maud Manoni. Alors pourquoi cette idée, ce besoin de créer une alternative à l'institution pour accueillir des jeunes en difficulté sociale et ou mentale? De 69 à 75, je vais travailler dans plusieurs institutions où je vais me faire virer régulièrement. Deux exemples, à Marseille, je suis nommé éducateur-chef dans une institution qui s'appelle les Saints-Anges, qui est tenue par des religieuses. Et quand j'arrive, je découvre dans la cour de récréation un enfant avec une muselière. Je remets bien sûr en question ce comportement éducatif que je dénonce comme une humiliation. Et quelque temps après, je suis licencié. Je suis ensuite dans un foyer de jeunes filles adolescentes ayant des problèmes avec la prostitution et la drogue. À la Noël, j'ai l'idée de leur offrir à chacune un nounours ou un poupon. Le président de l'association me convoque me demandant si je suis normal. Mais il y a une raison beaucoup plus fondamentale qui va me faire créer le choral. C'est le morcellement provoqué par le pouvoir, par la spécialisation, par l'administration et par le fonctionnement institutionnel. J'ai la sensation que les accueillis sont traités comme des objets. Dire aussi un mot du morcellement économique. Tout l'argent que représente l'handicapé dans le prix de journée, où va-t-il concrètement et comment est-il redistribué? Mais ce qui m'a troublé le plus troublé, c'est l'emploi du temps. Les enfants qui te demandent quand tu arrives, quand reviens-tu? Et ce week-end, es-tu du service?
qui viendra demain. Cette présence, cette permanence reste l'essentiel de notre concept. C'est la base du vivre avec. Je parle d'un permanent perçu comme un sujet transitionnel et non comme un spécialiste. Comme tout individu, si nous avons besoin d'un docteur, d'un psychologue, d'un psychiatre, nous irons le consulter. Mais nous n'avons pas besoin de vivre avec des experts. Il faut ajouter la réalité de la structure, de la microstructure, 6 ou 8 AQI maximum, son type communautaire et le désir de vivre avec, qui reste bien sûr primordial. Ce qui signifie clairement que le permanent peut être un artisan, un jardinier, un artiste et un éducateur aussi. Je veux dire par là que le projecteur n'est jamais mis sur le handicap, quel qu'il soit. Nous ne sommes pas dans un lieu de vie pour soigner, ni pour réadapter l'AQI. Nous sommes dans un lieu de vie pour tenter de révéler les capacités de chaque individu, le rendre libre et tenter l'autonomie. Car nous sommes multiples et complexes. Nous ne sommes pas uniquement autistes, délinquants ou débiles mentaux. Je pense que chaque individu, et c'est une évidence, a ses difficultés et ses capacités, et c'est sur ces possibilités que nous braquons le projecteur. Enfin, j'insiste sur ce que j'appelle l'accueil hétérogène. Or, il faut que vous sachiez que les conseils généraux, les associations d'handicapés, les parents, les politiques préfèrent une orientation vers des institutions spécialisées. Les handicapés mentaux avec les handicapés mentaux, les cas sociaux avec les cas sociaux, les autistes avec les autistes, etc. Comme si nous n'avions pas pour but dans la vie de vivre ensemble, comme si nous étions incapables de vivre ensemble. Hélas, il est souvent évident que nous sommes incapables de vivre avec les gens différents. Bon, alors je dois vous dire que j'ai créé le choral, on revient à l'histoire, grâce au mouvement antipsychiatrique des années 70 en Europe. Avec Guattari, Foucault, Deleuze, Gentis, Robert Castel en France, David Cooper et le Roland Lang en Angleterre, Franco Basaglia en Italie. En 1978, je fonde le collectif Réseau Alternatif, le CRA, qui regroupe rapidement une trentaine de lieux de vie dans l'Occitanie. En 1982, donc ça fait 4 ans après, le CRA organise les premiers états généraux des lieux de vie à Nîmes, qui rassemblent plus de 300 participants, dont 2 représentants ministériels, la gauche vient d'arriver au pouvoir, et des fonctionnaires de la DAS de la justice. Ce qui nous permet, dès 1982, de négocier une possibilité de statut de lieu de vie. Et pendant ces négociations, comme par hasard, en octobre 1982, éclate l'affaire du choral autour d'une accusation calomnieuse de pédophilie que nous savons aujourd'hui monter de toutes pièces avec l'aide des renseignements généraux. Pas de plainte de parents ni d'enfants. C'est un dénonciateur manipulé qui va monter, qui va lancer l'affaire sur Paris. L'astuce a consisté à mettre dans le même dossier 2 pédophiles qui ne sont jamais venus au choral, que nous ignorons complètement, et là-dessus d'ajouter des dénonciations qui vont tomber bien sûr à l'eau, de Jacques Lang et de Maslev, que nous n'avons bien sûr jamais rencontrés. Mais le problème, c'est que l'affaire va être médiatisée à gogo, et bien entendu, ça entraîne l'explosion et la destruction du CRA, et puis la naissance du GERPLA en 1985. Mais malgré cette aventure complètement dingue, le choral est agréé en 1989 avec le soutien du CREAI, le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptée, et le département du Gard. Il est agréé en tant que structure alternative et établissement expérimental. Il faudra attendre plus de 10 ans, en 2002 donc,
pour que ce travail avec le ministère donne naissance à une loi réorganisant l'action sociale et qui reconnaît les lieux de vie et d'accueil. Mais il faut dire que peu de départements s'intéressent à la création et à la reconnaissance des lieux de vie et d'accueil. Conclusion. Les lieux de vie qui sont des lieux exceptionnels de prévention sont encore et toujours, en 2023, marginalisés. Deuxième conclusion. Les prisons, je dis bien les prisons, sont remplies de cas sociaux et de malades mentaux, faute de politique de prévention, mais qui n'ont rien à faire en prison ou en hôpital psychiatrique ou en institution. Quant à la psychiatrie, hélas, depuis 40 ans, elle est de plus en plus en décadence, pour ne pas dire en déchéance. À mon départ à la retraite en 2004, on s'aperçoit très rapidement que le choral évolue vers une institutionnalisation, accueillant uniquement des adultes handicapés mentaux, sous la gestion d'une association de Nîmes, Hubert Pascal, qui gère plusieurs institutions dans le Gard. Elle décide d'ailleurs de changer le nom du choral, qui est trop révolutionnaire, et de le nommer dorénavant les Jardins de Marie, en faisant référence à Marie Sigala. Anne Varnery, la présidente de l'association Le Choral, a tenté en vain de négocier avec le département la continuité de cet accueil hétérogène. C'est le moment où la DAS, où le département décide de confier le choral à Hubert Pascal. Donc l'association n'est donc plus reconnue. Alors pour terminer, je vous dirais que j'ai pu aussi créer le choral grâce au mouvement communautaire qui a suivi 1968, grâce aussi à quelques travailleurs sociaux et psychiatres qui ont trouvé les moyens, plus ou moins illégaux, de nous verser un prêt de journée. Mais en 2023, connaissez-vous, mesdames, messieurs, un seul intellectuel qui soutiendrait le vivre avec, hormis peut-être Edgar Morin, mais il a 101 ans. Ok, je suis là, mais moi j'ai 80 ans. Mais attention, je ne suis pas pessimiste, car je suis persuadé que c'est le vivre avec qui nous permettrait de vivre ensemble. C'est la création de milliers de lieux de vie qui serait la meilleure prévention et permettrait ce vivre ensemble. Avant de passer la parole aux amis, je voudrais remercier Cyril, qui est parmi nous, qui pourra témoigner de son passage au choral et de sa participation au film Visiblement je vous aime, et réalisé par Jean-Michel Carré. Merci. N'hésitez pas à parler bien devant le micro, ça ne sert à rien ici, mais c'est pour les gens qui sont en ligne. Merci. Merci Claude pour cette très belle allocution. Mais oui, très belle, très engagée, très investie de son histoire, et en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu, de son histoire mise en perspective avec l'histoire des lieux de vie et leur développement. Alors, à la question, y aura-t-il en 2023 un intellectuel qui se chargera, après tous ceux que Claude a pu rencontrer, qui se chargera de mener un petit travail de recherche sur les structures alternatives? Moi j'ai envie de répondre Benoît Prévost, probablement, qui est pilote de ce webinaire et de ce travail de recherche qui va s'engager, et probablement que nous pourrons conduire ensemble dans les années à venir. Après cette petite partie socio-historique fondée sur effectivement la création du choral, l'histoire de Claude Sigala, je vais vous proposer un truc beaucoup plus ennuyeux, beaucoup plus embêtant, parce qu'on va parler d'un truc un peu froid, de politique publique. Alors j'ai 5 minutes pour tenter, avec toute la partialité qui est la mienne, puisque l'analyse des politiques publiques c'est toujours une histoire partiale, donc avec toute la partialité qui est la mienne, de vous donner quelques éléments clés sur l'évolution des politiques publiques dans la prise en compte, voire la gestion, voire l'encadrement de ces structures dites alternatives non traditionnelles. Parce qu'en fait, ce que je vais tenter de démontrer en moins de 5 minutes, c'est vous dire si le challenge va être difficile à relever,
c'est que ces structures ont d'alternatives surtout leur capacité, au fil de ces 4 décennies, un petit peu plus, à tenter d'échapper à la logique de case que la puissance publique a voulu instituer dès les années 70, notamment à travers la loi de 1975-535, qui est une loi de case, soyons clairs, donc des établissements auxquels sont assignés certaines catégories de population, cela étant fondé sur des nosologies, sur des diagnostics. On a les premiers écrits, les premiers ouvrages qui viennent nous raconter des histoires de handicap, plutôt mental à ce moment-là, ou plutôt moteur, ou plutôt sensoriel. Et puis on met les gens en fonction de leur typologie de handicap dans un certain nombre de cases. Et dans la grande armoire que propose la loi de 75-535, dite sur les institutions sociales médico-sociales, eh bien, nous verrons que dans cette grande armoire, il y a 2 séries de tiroirs, des tiroirs qui vont être plutôt sur le versant social et d'autres sur le versant médico-social. Cette logique de case, elle a cherché à s'imposer aux structures alternatives au fil des années. Mais elle y est très peu parvenue. Alors, est-ce qu'on peut dire en 2023 que la puissance publique aura réussi à ordonner, d'une certaine manière, le fonctionnement de ces structures, à standardiser un certain nombre de leurs pratiques? C'est ce que nous allons voir. Ça n'est pas si évident que cela. Alors je ne vais pas remonter au XVIIe siècle, puisqu'au XVIIe siècle, l'action publique en matière de structures dites alternatives a commencé, puisque le placement alternatif à l'Hôtel-Dieu, c'était déjà Saint-Vincent de Paul et Marguerite de Valois qui faisaient le choix de permettre à des enfants, orphelins notamment, de ne pas se retrouver dans ces grosses institutions qu'étaient les Hôtels-Dieu. Donc les tout premiers placements un peu alternatifs, on pourrait les situer à cette période-là. Donc je ne vais pas aller jusque-là, et à l'évolution qui a été successive à ces premières actions, mais si on remonte un petit peu moins loin, c'est-à-dire aux années 70, eh bien, déjà, le socle réglementaire, Claude l'a évoqué, déjà le socle réglementaire des structures alternatives finalement existait. Mais alors par quel biais existait-il? Il n'y avait pas de socle légal, mais il y avait bien un socle réglementaire. Il existait par 2 biais. Des sortes d'autorisation, qu'on appelle agrément. Claude évoquait l'agrément qu'il a eu via le créail, je crois, au choral. Des sortes d'agréments, alors d'agréments quasi non officiels ou par voie de convention, dès lors que des personnes étaient orientées vers des structures alternatives. Convention que les textes législatifs ne prévoyaient pas, qui n'étaient pas particulièrement organisés, qui ne faisaient pas état d'un contenu particulier, mais il y avait des conventions entre les hôpitaux psychiatriques, entre des établissements sociaux, médico-sociaux, et des lieux de vie qui pouvaient accueillir au cas par cas un certain nombre d'individus. Ce socle réglementaire-là, il s'est poursuivi jusqu'au début des années 80. Début des années 80, un tout petit flash, décentralisation, premier acte, n'est-ce pas? Et là arrive la première tentative de mise sous scellé des structures alternatives, et cette première tentative, 1983, ce sera la circulaire dite circulaire du foie. C'est une circulaire de contrôle, c'est une circulaire d'évaluation, je reprends les termes même de la circulaire. Donc ces structures qui ne sont pas adossées à un socle légal, donc à la loi de 75, se retrouvent début des années 80 en situation d'être contrôlées par des modalités qui ne sont pas vraiment définies, mais en tout cas il ne s'agit pas de les laisser naviguer à vue avec toutes leurs caractéristiques très spécifiques, très singulières. Donc il s'agit quand même de dire qu'il y a là un petit élément réglementaire qui va jeter un projecteur, un regard sur le fonctionnement de ces lieux de vie. Lieu de vie et, en l'occurrence, ce lieu d'accueil. Ils se sont servis de l'affaire du choral pour ça. C'était en 83, comme par hasard. Hein. Et, dit Claude, en dehors du micro, donc qu'ils se sont servis, en tout cas c'est sa conviction profonde, de l'affaire du choral donc, de 1982 pour que cette circulaire soit élaborée donc, et finalement publiée. 83 jusqu'à 2002, du point de vue des politiques publiques, il ne se passera pas grand-chose s'agissant des structures alternatives. Sinon, une lutte
une recherche désespérée de statut de la part des acteurs eux-mêmes des lieux de vie. Et cette recherche désespérée conduira à l'intégration des lieux de vie dans la nomenclature de la loi 2002-2, dite loi de rénovation de l'action sociale et médico-sociale. Ça veut donc dire que pour la première fois dans leur histoire, en 2002, le 2 janvier précisément, les lieux de vie ont un socle légal. Alors, est-ce que, pour autant, le législateur aura réussi, par cet acte-là, à les intégrer, non seulement à la nomenclature, mais à un fonctionnement standardisé, celui des établissements socio-médico-sociaux traditionnels? Eh bien, pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'il va reconnaître le caractère alternatif de ces établissements dits non traditionnels, mais sans leur attribuer de statut particulier. Jusqu'ici, les statuts des lieux de vie pouvaient être de 3 ou 4 ordres: assistant maternel, tiers digne de confiance ou établissement non traditionnel, autrement dénommé établissement expérimental. Voilà les 3 statuts auxquels ils pouvaient prétendre pour bricoler, si je puis le dire, d'un point de vue administratif et financier, l'accueil des personnes adultes ou enfants. La loi 2002 ne donnera aucun statut particulier, sinon qu'elle les reconnaîtra dans leur spécificité, sans qualifier cette spécificité. Et c'est très important d'entendre que la spécificité des structures alternatives n'a pas été qualifiée, puisque nous allons voir que quelques années plus tard, le législateur va se charger de qualifier le contenu de ces statuts jusqu'à standardiser les pratiques des lieux de vie, et cela en passant par quelque chose, par une formule qui est très très simple, c'est-à-dire en confiant la responsabilité des lieux de vie aux conseils généraux à l'époque, devenus conseils départementaux. Alors qu'est-ce que ça change? Si l'État se retire de l'affaire et, par voie de délégation d'action publique, confie aux collectivités territoriales la gestion de ces structures-là. Mais ce qui change, c'est évidemment que les lieux de vie ne peuvent plus qu'entrer dans la compétence des conseils départementaux. Et la compétence des conseils départementaux, vous la connaissez certainement, depuis la décentralisation, y compris le dernier acte, c'est la protection de l'enfance. Donc ça veut dire qu'on a, et nous verrons autour de la table, puisque à ma droite et à ma gauche, nous avons 2 lieux de vie. Alors, ne m'en voulez pas si je vous qualifie de spécialisés, mais spécialisés dans l'accueil d'enfants relevant de la protection de l'enfance, alors même que nous avons en 2004 un décret où, je disais, le contenu du statut des lieux de vie est qualifié, où la question de l'hétérogénéité, sur laquelle nous reviendrons un petit peu plus tard, est désignée dans les dispositions réglementaires du décret de 2004. Sauf que le petit paradoxe dans lequel nous sommes déjà plongés et que le législateur a probablement très bien entretenu, c'est de dire, vous pouvez travailler cette spécificité qui est la vôtre en matière d'hétérogénéité, hétérogénéité du public, pas forcément des structures, on en parlera plus longuement tout à l'heure. En revanche, ce sont les conseils départementaux qui, à discrétion, feront le choix du type d'accueil que vous réaliserez et de la prise en compte de facteurs nosologiques, diagnostiques, catégoriels ou pas. À l'évidence, nous sommes en 2023, les lieux de vie ont perdu beaucoup en matière d'hétérogénéité de l'accueil. Alors on verra ce qu'on entend par hétérogénéité, parce que ça peut effectivement questionner les participants ici présents ou ceux qui nous font un petit clin d'œil en ligne, mais dans tous les cas, les lieux de vie, eux, et Claude l'a énoncé tout à l'heure, étaient très 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 attachés à cette notion-là, qui n'était pas qu'une notion, mais qui était une pratique de l'accueil dès l'histoire, dès la genèse, dès les fondements même de la mise en place des lieux de vie. 2002 est passé, les lieux de vie ont été intégrés, je l'ai dit, arrive le décret de 2005, où en 2005, les lieux de vie, pour la très grande majorité d'entre eux, sont invités à adopter le statut d'assistant maternel qui devient alors le statut d'assistant familial, avec
décret de 2013 cette fois, une donne majeure, c'est la logique de financement. Vous savez que le financement, paraît-il, est le nerf de la guerre, mais c'est ce qui va déterminer le type d'accueil, la nature des accueils, et le financement via le décret de 2013, donc relativement récent, va être un financement au prix de journée, délivré par les conseils départementaux, en généraux encore à l'époque, mais départementaux 3 ans plus tard, au moment de la réforme territoriale. Et là, on apprendra finalement que la logique de case, qui n'a pas vraiment fonctionné entre les années 70 et les années 2010, va peu à peu s'instituer et les lieux de vie vont de moins en moins pouvoir y échapper. C'est ce qui nous amène à observer qu'en France, aujourd'hui, sur les quelques centaines de lieux de vie, 500 environ, la très large majorité, c'est-à-dire plus de 70%, sont des lieux de vie qui font de l'accueil en protection de l'enfance sous financement de conseils départementaux. Et nous en aurons, je l'ai dit, l'illustration concrète tout à l'heure à travers les 2 lieux de vie qui nous entourent. Que seront les lieux de vie de demain? Quelques réformes sont en prévision actuellement. La loi 2002 a maintenant plus de 20 ans. Il est prévu que les lieux de vie soient au même rang et sans échapper cette fois à un certain nombre de normes imposées. Ils ont réussi à travers la loi 2002 et les décrets à suivre à ne pas être complètement, je dis bien complètement, absorbés, ne serait-ce qu'en ne figurant pas aux schémas régionaux, c'est-à-dire que les lieux de vie peuvent échapper à la logique d'appel à projet, par exemple. Sauf que demain, ils ne le pourront plus, et la création de lieux de vie, comme d'autres types de services ou établissements sociaux, médico-sociaux, viendra se fondre probablement dans la réforme qui est en cours de réflexion au plan de notre ministère, de nos ministères concernés. On risque fort pour cette loi d'éteindre complètement au plan des politiques publiques. Je ne dis pas que dans le vécu des acteurs et dans ce que aujourd'hui on va pouvoir imaginer, engager d'alternatifs à quelque chose qui va être de moins en moins dans la loi instituée. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en moins de 5 minutes sur la question des politiques publiques. Merci. Et je passe la parole à notre ami qui va nous parler cette fois de concepts, de quelques concepts qui traversent l'histoire des lieux de vie jusqu'à ce jour. Voilà, Yves, c'est à toi. Merci Claude, merci Hakim. Je vais continuer en résonance et dans la continuité des propos fort intéressants qui viennent d'être énoncés. Alors moi je suis Yves Frouin, je suis actuellement en première année de doctorat en sciences de l'éducation et de la formation auprès du laboratoire de l'IRDEF, donc laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation. Et j'entame tout juste des travaux de réflexion et de recherche sur la question des lieux de vie d'accueil et plus particulièrement sur la question des pratiques d'accompagnement qui ont cours et des enjeux inclusifs sous-jacents puisque je sors d'un master dans cette université, donc j'étais à votre place pour certains dans la salle, l'an dernier, le master en recherche en sciences de l'éducation et de la formation, mention inclusion, donc éducation, pédagogie et société inclusive. Alors, c'est un exercice qui n'est pas très évident pour moi de parler comme ça, c'est la première fois que je m'y essaye, donc je demanderai beaucoup d'indulgence, je vais essayer de détricoter au fur et à mesure mon propos. J'espère en tout cas qu'il saura vous éveiller de la curiosité pour en savoir un peu plus et toujours d'autant plus sur ces petites structures dont il s'agit aujourd'hui. Alors, en tant que jeune doctorant, jeune chercheur, je me suis tout d'abord attaché à essayer de définir, de proposer une définition des lieux de vie et d'accueil. Et je vous prie de croire que c'est une tâche fort compliquée parce que autant il y a de lieux d'accueil, autant il y a de formes de définition finalement de lieux d'accueil. Alors, ma proposition, c'est peut-être d'abord d'en faire une définition que j'ai bricolée de façon un peu artisanale. Et puis ensuite, peut-être à l'occasion, quand vous aurez la parole, on pourra un peu discuter. Alors, ce que j'ai essayé de définir, c'est... alors, il s'agit bien là d'une tentative, voilà, au sens de délinie, de définition. Alors, et ça permet aussi, je crois, de pouvoir, à celles et ceux qui sont peut-être éloignés de ces structures-là, qui ne les connaissent pas vraiment, d'avoir peut-être une petite photographie de ce que ça représente, puisqu'on est dans le secteur du social, du médico-social, et c'est une structure peut-être qui se situe un peu avec un pas de côté. Donc du coup, on est bien d'accord que les lieux de vie et d'accueil sont des structures d'hébergement socio-éducatives de petite taille,
situées majoritairement en zone rurale. Elles peuvent accueillir jusqu'à 7 personnes, voire jusqu'à 10 personnes, donc enfants, adolescents ou adultes, hautement fragilisés dans leur parcours de vie. Elles répondent donc, comme je l'évoquais à l'instant en introduction, de configurations identitaires, statutaires et organisationnelles variées. C'est de cette façon-là que je les ai définies, contrairement à ce qui a pu être notamment énoncé dans un bouquin récent sur les lieux de vie d'accueil qui tentait une catégorisation en trois types d'accueil, et il me semble qu'il faut mettre beaucoup de nuances à ce niveau-là, on pourra en rediscuter. Ces lieux de vie et d'accueil construisent ce que j'ai appelé une hospitalité à la croisée des différents secteurs. Bien souvent, on n'est pas uniquement dans le secteur de la protection de l'enfance, uniquement dans le secteur du handicap ou dans les difficultés sociales, mais parfois elles se conjuguent à 2 ou 3 reprises, ce qui fait aussi, qui contribue à l'hétérogénéité des accueils. Et ces structures-là proposent finalement, comme il est indiqué dans le Code de l'action sociale des familles, je cite, un accompagnement, un accueil continu et quotidien, et quelque chose qui est brodé sur mesure et fondé sur le vivre avec, que Claude a largement souligné, en alternative aux institutions et aux familles. Voilà, donc ça c'est la définition que j'ai cru bon essayer de bricoler en ces premiers mois de doctorant. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, c'est un peu des allures d'artefact. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, finalement. Parce que finalement, ces lieux de vie et d'accueil, il faut qu'ils se vivent. Et quand on va regarder de l'intérieur, finalement, ce que cette définition un peu trop générique ne dit pas, c'est que chaque lieu, effectivement, véritablement, a son identité, sa singularité, son originalité, et j'irai même plus loin, après avoir lu quelques ouvrages récemment de Claude Sigala, sa poétique aussi, et que chaque lieu constitue finalement une tentative au sens de Deligny, une œuvre d'art, une autre manière peut-être de faire commun, une sorte de radeau, pour reprendre aussi un mot usuel de ces petites structures, et qui me semble en tout cas embarquer le penser et l'agir sur un même pont, auprès d'eux et surtout avec les personnes en situation de vulnérabilité qui sont ricochées, car bien souvent elles arrivent là après un parcours de ricochement entre diverses institutions, divers services, qui n'ont pas réussi à trouver des réponses en tout cas à leurs problématiques et surtout au-delà de leurs problématiques, à leur manière et à leur forme de vie et leur manière d'être. Des lieux en mouvance et en résistance, me semble-t-il, contre l'intégré, contre l'insérer, contre le normaliser à tout prix, comme se situant peut-être dans un art de l'esquive. Un art de l'esquive qui, comme l'ont rappelé Claude et puis aussi et surtout Hakim, ont su faire biographie à leur endroit. Donc on sent bien qu'il y a bien une histoire, voire des histoires des LVA de ce qu'on entend, et que cette histoire, me semble-t-il, est susceptible de continuer largement. Ce que cette définition ne dit pas non plus, c'est que ces lieux de vie et d'accueil proposent des possibilités transitionnelles. Et elles y sont fort nombreuses, en opposition à ce mouvement contemporain que Guattari appelait déjà à l'époque, donc contemporain mais finalement qui dure, l'aplatissement des subjectivités. Et il me semble aussi que de multiples pratiques d'accompagnement artisanales et créatives se fabriquent et se tissent au quotidien dans ces structures-là, font commun, à partir du réel, à partir aussi des entours, et que ces structures-là, à travers ces pratiques d'accompagnement, se donnent peut-être pour ambition d'éveiller les désirs. C'est un mot qui est important aussi lorsqu'on plonge dans ces quotidiennetés. Et provoquer la rencontre aussi. Parce qu'il me semble que d'aucuns dira que dans ces lieux de vie d'accueil, la diversité relationnelle se noue dans une quotidienneté éprouvée. Alors quand je parle de rencontres, il s'agit avant tout de rencontres avec soi d'abord, alors notamment les permanents qui y travaillent, qui se rencontrent, qui sont souvent aussi, qui ont pu parfois travailler à la suite de leur diplôme ou pas, car on n'est pas obligé non plus d'être qualifié, d'être diplômé pour travailler en lieu de vie d'accueil, ce qui aussi contribue à la richesse et l'hétérogénéité aussi. Et il me semble que ces permanents peuvent aussi se rencontrer parce qu'ils sont à l'issue de bifurcations aussi de secteurs, ils ont pu aussi aller éprouver un petit peu leur pratique d'accompagnement dans des institutions dites plus classiques et traditionnelles et se retrouvent en tout cas des premiers entretiens que j'ai pu réaliser dans le cadre de mes travaux de recherche, où à l'unanimité, les permanents me racontent qu'en ayant désormais mis les pieds dans un lieu de vie d'accueil, il leur serait quasiment impossible de repartir dans une institution plus traditionnelle
peut-être quitter le lieu de vie d'accueil pour un autre travail, mais pour repartir dans une institution traditionnelle, ça serait un peu plus compliqué. Donc une rencontre aussi avec eux-mêmes, à travers tous les mouvements que l'on peut avoir en intérieur comme en extérieur face aux pratiques d'accompagnement et ces partages de rapports au monde avec les personnes fragiles. Des rencontres aussi avec l'autre, finalement. L'autre qui pourrait paraître différent. Alors Freud disait l'inquiétante étrangeté. Est-ce que ça ne peut pas tout simplement être une stimulante étrangeté aussi, qui invite aussi à la rencontre et à croiser les cheminements. Les jeunes aussi peuvent finalement aussi se rencontrer eux-mêmes, peut-être aussi, en étant dans une institution qui leur offre la possibilité de s'apaiser dans un premier temps, de se construire, de se reconstruire, de co-construire aussi un quotidien avec les permanents qui les y invitent. Et là, je proposerai sans doute à Myriam, qui m'accompagne ici, elle pourra peut-être en dire quelques mots de comment elle vit son quotidien dans un lieu de vie et d'accueil depuis qu'elle est arrivée il y a 1 an et demi, je crois, maintenant, Myriam. Rencontre donc avec soi-même, rencontre avec les autres. Des lieux aussi, donc, comme je le disais, de transition, dans le sens d'un ailleurs, d'une halte, d'un passage ou d'une passerelle. Je lisais avec attention aussi les écrits de Claude. Je suis toujours impressionné parce qu'entre ce que je retiens des entretiens que j'effectue auprès des permanents aujourd'hui et 40 ans plus tôt, les écrits, ce qu'a pu écrire Claude, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent aussi. Alors quelque part, c'est peut-être rassurant, c'est-à-dire qu'il y a aussi une logique de continuité aussi dans tout ça. Et en tout cas, l'idée qu'un lieu de vie d'accueil ne doit pas et ne doit surtout pas redevenir une institution dite totale au sens de Goffman, ou une institution qui provoque aussi de l'enfermement en se maintenant dans un accueil. Il faut que ce soit un lieu qui reste de transition, de passage, de passerelle, me semble-t-il, pour ne pas reproduire les indésirables de la ghettoisation institutionnelle. Donc une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre, disais-je, mais aussi avec le monde. Et là, on fera référence aux 3 écologies Guattari, l'écologie subjective, l'écologie environnementale, l'écologie sociale. Rencontre avec le monde, parce que parfois, lorsqu'on parle de marge, on peut parfois supposer de l'entre-soi, mais finalement, les lieux de vie d'accueil sont fondamentalement, résolument et fichtrement inscrits dans un territoire, car ce sont des lieux qui sont ouverts, dedans et dehors, communiquent au quotidien. Et j'ai souhaité qualifier ça de porosité volontaire, c'est-à-dire que l'idée d'accueillir, c'est aussi de pouvoir s'inscrire sur ce territoire-là, d'avoir des échanges notamment avec les dynamiques associatives locales, d'avoir des personnes qui puissent venir aussi sur le lieu dans des moments de convivialité et qui permettent toujours, dans cette logique aussi, de provoquer de la rencontre et de faire commun, et donc finalement de donner corps et âme à se vivre avec. Bon. Pour finir mon propos, quant aux réflexions que je porte sur les enjeux d'inclusion, je crois aussi, et ça viendra en écho aux questions que posent Claude et Hakim, sur finalement en 2023, que se passe-t-il dans ces lieux de vie d'accueil, sont-ils encore d'actualité? À ce stade de mes réflexions, je pense qu'ils s'inscrivent finalement dans quelque chose de l'ordre du contemporain, en ce sens qu'ils s'inscrivent dans du local, ils recréent et retricotent du lien social au quotidien. Ils sont dans des zones rurales, ils sont dans des logiques que l'on peut appeler parfois en économie notamment du développement du circuit court. Ils posent aussi ce qu'on pourrait dire des mauvaises bonnes questions sur la notion d'inclusion. Peut-être que de passer par ces petites structures-là, ça permettrait, moi qui travaille actuellement sur la notion d'inclusion, de ne pas faire de l'inclusion un paradigme qui finalement aurait une usure tout aussi prématurée que l'insertion et l'intégration. Il ne viendrait pas, et donc les 2 autres notions que finalement peut-être l'inclusion est venue supplanter, mais peut-être que de faire un détour par ces petites structures, on pourrait donner vie à cette inclusion et en faire finalement un objet non plus seulement prescrit par les politiques publiques venues d'en haut, mais par contre quelque chose qui se vit vraiment dans les quotidiens de la rencontre, de la transition dans ces lieux-là. C'est tout ça, donc tout ça reste dans l'état de question, vous l'aurez compris, je n'en suis qu'au début de mes recherches. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que ces structures-là ont beaucoup de choses à dire encore en 2003, et surtout en 2003, avec l'évolution notamment du secteur social et médico-social et les dangers que ces évolutions-là présentent et qu'ont souligné entre les lignes Claude et Hakim. Je vais peut-être maintenant laisser la parole à celles et ceux qui tissent vraiment au quotidien les liens, au fil des quotidiennetés, fabriquent des pratiques au visage, semble-t-il, résolument humain. Et visiblement, Claude, cela se vérifie, je crois, aujourd'hui. Oui, je voudrais profiter de ce moment d'ailleurs pour demander à Cyril, qui nous fait l'honneur d'être là, qui a vécu au Choral, qui est maintenant en famille d'accueil, de nous dire en quelques mots ce... Oui. Viens là, si tu veux.
Ou avec ton micro, Claude. Comme tu veux. Dis-nous ce que tu as envie de nous dire. Cyril, Vas-y. viens à ma place. Alors bonjour, voilà. Quand je vais au choral, c'est un lieu de vie pour moi parce que c'est mieux que des gens qui soient là, donc dans des familles d'accueil, qui soient mieux qu'enfermés. Parce que l'hôpital psychiatrique, les situations comme ça, ce n'est pas fait pour moi, je n'accepte pas. Ce que j'accepte, c'est de vivre dans un famille d'accueil, parce que c'est plus la liberté, c'est plus voir les choses, et travailler avec des résidents, c'est encore mieux parce que je peux les faire sortir et voir autre chose que dans des centres. Et je trouve ça très bien. Donc voilà, et ma foi, c'est très bien pour ça. Et j'espère de continuer comme ça et de pouvoir vivre plus longtemps chez Françoise. Oui, François, c'est ta famille d'accueil. Oui, voilà, c'est ma famille d'accueil que j'aime. Avec tout le monde, avec Caïd, avec Elle-Marie et Michel, et Noël, et je sais plus, et Nadia. Non. Non, je sais plus. Enfin, bon, voilà, tous ces gens-là, c'est ce que j'aime bien, vivre là. Pas vivre en psychiatrique chez les fous, enfermés. Non, ça je l'accepte pas. J'accepte, c'est une famille d'accueil, voilà. Bonne journée, et je passe la parole à Claude Sigala. Bon orateur, ça ne change pas. Non, mais c'est... Alors, il est temps, je crois, de laisser place, après les intellectualisants de la question des lieux de vie, même si Claude n'a pas été qu'un intellectualisant, puisqu'il l'a vécu, de laisser maintenant la place à ceux qui vivent au quotidien parce qu'ils en sont permanents, qui vivent au quotidien ces structures alternatives. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, on va y aller un petit peu au feeling.